RCF et l'Association des paralysés de France vous présentent l'APF vous accueille. Une émission présentée par Yvonne Ollier. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vous présente quelqu'un d'un petit peu particulier avec qui j'ai eu un coup de foudre, je le dis carrément. C'est Paul Samanos. Bonjour Paul. Bonjour. Alors je vais tout de suite vous mettre mal à l'aise. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour vous en voyant votre livre. J'explique aux auditeurs. J'ai eu un livre, on m'a fait voir votre livre qui est Fauteuil en état de siège, et c'est, on va dire, des bandes dessinées un petit peu, hein. C'est un recueil de dessins d'humour. Oui. Voilà, dessins d'humour. Et j'avoue que dès que j'ai vu ce fauteuil sur cette couverture, j'ai eu envie de vous connaître. Voilà, ça s'est fait comme ça, c'est ce que j'appelle le coup de foudre. Tout à fait simple, mais en tout cas très fort. Et j'ai eu, une fois que on a correspondu un tout petit peu par mail, je sais que votre livre a eu beaucoup de succès, et j'avoue que je me suis vraiment régalée de ce que vous avez fait de ce livre. Fauteuil en état de siège, je crois que tout le monde devrait le lire. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous dévoiler un petit peu plus. Comment on peut... Bon, on a bien compris que vous êtes une personne en fauteuil, donc je vous laisse vous dire quelques mots de présentation, et puis ensuite je vous reposerai d'autres questions. Mais ça vient tellement, j'ai tellement envie de mieux vous connaître que ça vient tout seul. Allez-y, je vous laisse vous présenter un petit peu. D'abord, je vous remercie. Heureusement qu'on est à la radio, parce que vous me faites rougir, là, ce serait très embarrassant. Ah, bah tant mieux, c'est bien. Pour me présenter, écoutez, je vais faire simple, je suis un garçon de 43 ans, dont 26 en fauteuil. J'ai eu un accident de rugby quand j'étais gamin. J'ai eu un petit peu de mal à redémarrer après ça, mais avec le soutien de la famille, finalement un peu d'études, j'ai pu exercer comme journaliste et comme rédacteur dans des agences de com, donc faire une petite vie professionnelle quand même, à temps partiel. Et puis, à côté de ça, j'ai depuis assez longtemps développé un petit personnage dessiné qui est mon alter ego, qui me sert d'interprète, à qui je fais dire des énormités que je peux pas me permettre de dire directement moi. Oui, c'est vrai que quand on voit votre livre, on sent que vous lâchez complètement. Alors, pas complètement. Il reste une petite réserve quand même. Je fais attention à pas faire de mal, quoi. Oui, voilà, à pas choquer, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sent que vous touchez à tous les sujets, ça c'est très clair. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Là, pour le moment, j'aimerais un petit peu mieux vous connaître. Donc, vous nous disiez que vous avez eu un accident de rugby. Comment vous aviez quel âge ? 16 ans, tout rond. Ah oui, donc ça doit... À l'adolescence, au moment où on se forme, voilà, je me suis trouvé bloqué de manière radicale par cet accident-là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, dans le bazar que ça représentait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un entourage plein de ressources, plein d'énergie, et qui m'a aidé à remonter la pente assez rapidement. Je crois que tout seul, je ne l'aurais pas fait. Comment la famille réagit quand elle apprend ça ? Je présume que ça doit être un choc très violent. Écoutez, j'ai découvert petit à petit ce qui s'était passé réellement le jour de l'accident et les jours suivants. Ça a été compliqué parce que mes parents étaient séparés, ne se parlaient plus du tout. Il a donc fallu renouer un peu quand même des liens pour faire face quand même ensemble à cette tuile. Et donc j'ai petit à petit découvert ce qu'ils avaient vécu, la difficulté que ça avait représenté pour eux, parce que à l'époque ils me l'ont caché. Ils ont fait en sorte qu'on soit dans le positif, dans le constructif, alors qu'ils le vivaient finalement très mal. Ils m'ont rendu beaucoup service en faisant ça.
Et vous, comment à 16 ans, vous avez compris tout de suite que vous resteriez handicapé ou vous l'avez compris le hasard a fait que la semaine avant mon accident, on avait étudié les grenouilles spinales au lycée, c'est-à-dire que dans la seconde qui a suivi mon accident, j'ai pas perdu connaissance, hein. J'étais sous une mêlée qui s'est effondrée. J'ai pas perdu connaissance et j'ai effectivement su tout de suite le nez dans la boue que c'était cuit pour toujours, quoi. Je l'avais appris la semaine d'avant, toute cette histoire de moelle épinière, de paralysie et tout ça. Donc, Quand vous dites hasard, vous y croyez vraiment? Oh oui, vous savez, après mon accident, j'ai été approché, comme beaucoup de personnes handicapées, par des gens de toutes sortes qui veulent vous magnétiser, vous expliquer les choses par des voies irrationnelles. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent un petit peu à profiter de votre faiblesse. Oui, et du coup, je fais un rejet assez radical des explications hors hasard. Bon, ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver aux autres. Hein. Non, tout à fait. Disons simplement que ça vous a permis de réagir tout de suite et peut-être justement de vous prendre en main tout de suite. Oui, moi-même pas réagi tout de suite. Hein. J'ai suivi mes parents qui m'ont conduit assez rapidement vers une reprise d'études. Moi, si vous voulez, il m'a fallu 2-3 ans pour me dire que en fauteuil roulant et paralysé, on pouvait faire une vie intéressante, retrouver des joies, formuler des projets. Toutes ces choses-là, ce sont les autres qui l'ont vu avant moi. C'était très important, donc, qui m'a permis de ne pas perdre de temps en attendant que je sois moi-même conscient de tout ça. Mais j'ai pas perdu ne serait-ce que 6 mois. Hein. Grâce à eux, on a trouvé un établissement où j'ai pu être scolarisé, ce qui était très rare à l'époque, oui. 10 ans. Et donc voilà, les choses se sont enchaînées avant que j'y croie. Et puis quand je me suis mis à y croire, je me suis démerdé tout seul. Voilà, mais c'est fabuleux votre témoignage parce que il montre que la réaction des proches est essentielle dans ce genre de situation et que grâce à cette réaction positive, eh bien vous vous en êtes sorti. Tout simplement, et vous n'avez pas eu trop de difficultés. Je mets ça entre guillemets, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça vous a beaucoup aidé, et vous le dites très bien, et Dieu sait si c'est un témoignage important pour les gens qui nous écoutent, de toujours réagir par la courbe ascendante et non pas descendante. Oui, et puis d'être collectif dans ces situations, parce que, bon, aujourd'hui, il existe davantage d'infrastructures et de dispositifs pour aider les jeunes à suivre des études, à se faire soigner en même temps et tout, mais ça reste précaire quand même. Alors vous imaginez, à l'époque, il y avait très très peu de place. C'est même un petit peu injuste d'une certaine manière, parce que ceux qui pouvaient obtenir des places, comme ça a été mon cas, finalement prenaient la place d'autres gens qui n'avaient pas eu l'information ou qui n'avaient pas eu un entourage réactif. Oui, mais ça, c'est les enjeux, je dirais, de la vie, hein, malheureusement. Moins le cas aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le milieu ordinaire accueille, il y a plus d'établissements aussi, enfin, il y a plus de solutions. Oui, tout à fait. C'est peut-être moins flagrante. Il y a plus de solutions, et puis surtout, on a diverses solutions. Il n'y a pas qu'une. Avant, il y avait l'établissement, et puis c'est tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. C'est déjà un gros avantage. Comment ensuite on se... Bon, 16 ans, c'est l'adolescence, hein, c'est le moment où vous vous formez complètement, vous devenez un homme. Comment vous avez évolué? Alors, bien sûr, vous dites vous avez été beaucoup aidé, mais vous, vous avez pu reprendre des études, vous avez pu vraiment faire ce que vous aviez envie, ou si vous avez dû changer un petit peu de route? Alors j'ai dû complètement changer de route, puisque adolescent, j'étais passionné d'archéologie, je faisais notamment des chantiers bénévoles en été, puis toute l'année j'allais aux réunions du club d'archéologie de mon département. Enfin, je me destinais
à ça. Peut-être que ça n'aurait pas marché, hein, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie, mais je me destinais à ça, évidemment. Une fois l'accident acquis, c'est dans les possibilités qui me restaient d'un point de vue moteur que j'ai dû choisir. Bon, je me suis bien rendu compte que ce que je pouvais faire, c'était écrire et parler. Hein. Bon, plus question de pousser des brouettes, plus question même finalement d'avoir une vie éloignée de mon domicile. Il faut que je reste quand même protégé dans mon cocon aménagé. Je peux exercer à mi-temps à l'extérieur, mais c'est quand même chez moi que je travaille le mieux. Donc il a fallu reconsidérer tous les projets en fonction de ces données-là. Voilà. Ça veut dire que vous restez beaucoup chez vous, vous ne sortez pas beaucoup? Ça veut dire que je reste effectivement beaucoup chez moi. Ça n'exclut pas d'avoir une vie sociale, amicale et de loisirs, parce que je vis en plein centre-ville de Nantes, qui est une ville bien aménagée, et surtout une ville où il y a un réseau de transport en commun adapté, qui fait que même si je suis, admettons, 70% du temps chez moi, il me suffit de faire 100 mètres jusqu'à la station de tramway pour aller un peu partout dans l'agglomération facilement. C'est vrai que vous habitez une ville qui est certainement la plus accessible en France aujourd'hui. Elle est très accessible. Je sais qu'elle a été classée première par l'APF dans ce domaine. C'est pas un classement absolument irréprochable, mais en tout cas c'est significatif. Hein, oui, de toute façon, le classement qui a été fait, il a été fait tout simplement pour encourager les villes. Hein. De toute façon, même une ville classée première, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Oui. Ce qui a été beaucoup salué, c'est d'une part des grandes réalisations comme je vous dis, le réseau de transport en commun, le tramway, tout ça, et d'autre part, la volonté, là pour le coup, qui est certaine de la municipalité et puis des équipes municipales, de progresser, de faire toujours mieux, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a une vraie volonté. Quoi récompenser. Voilà, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, donc vous avez la possibilité donc de travailler chez vous. Alors, vous en vivez, vous l'avez dit. Enfin, vous avez à mi-temps ou vous écrivez. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre travail, sur votre façon d'occuper les journées, on va dire. Pour faire simple, je dis que je suis journaliste. C'est un peu plus compliqué que ça. Je travaille pour ce qu'on appelle la presse institutionnelle, c'est-à-dire les journaux de la région, du département, de l'agglomération nantaise. Ce sont des journaux non commerciaux qui sont donc des émanations des collectivités locales. D'accord. Hein, et donc c'est pas vraiment du journalisme dans la mesure où on ne travaille pas à charge et à décharge, mais où on présente les réalisations de la mairie de Nantes, de la région Pays de la Loire, enfin, vous voyez, voilà, d'accord. Un travail d'écriture, voilà, donc de rédaction plutôt. D'accord. On va faire une petite pause. Vous pouvez nous présenter votre chanson ? Oui. Alors, je l'ai choisi, on pourra d'ailleurs peut-être revenir à ça tout à l'heure. C'est une chanson qui s'appelle Clémentine, qui est interprétée par Yves Montand, et je l'ai choisie justement par rapport à ce que ça a représenté pour moi, l'accident à 16 ans, au moment où on découvre un petit peu l'attirance, ou les filles, tout ça, voilà. On en reparlera peut-être après. D'accord, tout à fait. On écoute Clémentine et puis on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. À tout à l'heure. Sous un léger corsage qui fait des plis, de petits seins bien sages, comme c'est joli. J'allais vers la colline sous un grand ciel tout bleu, et je voyais briller les yeux de Clémentine, de Clémentine. Elle descendait sur le chemin, disait bonjour avec sa main. J'avais 16 ans comme elle, je la trouvais si belle
que je n'osais pas lui parler sur le bord de la rivière. Je la regardais s'en aller, ses cheveux blonds comme une crinière, et son jupon flottant si haut qu'on voyait ses jarretières. Elle a trébuché sur une pierre, elle est tombée dans l'eau. Un peu, beaucoup et même à la folie, la première fois qu'on aime comme c'est joli. J'allais vers la colline sous un grand ciel tout bleu, et je voyais briller les yeux de Clémentine, de Clémentine. Quand je l'ai vue tomber dans l'eau, moi j'ai couru dans les roseaux. J'avais 16 ans comme elle, je la trouvais si belle que j'ai plongé pour la sauver, mais j'ai coulé dans la rivière car je ne savais pas nager. C'est elle qui m'a ramené à terre, toute mouillée contre mon corps. Sa poitrine était douce, nous étions couchés sur la mousse. Elle m'a serré très fort sous un léger corsage qui fait des plis, de petits seins bien sages comme c'est joli. Les amours enfantines, quel secret merveilleux. Je vois toujours briller les yeux de Clémentine, de Clémentine. Voilà, eh bien nous revoilà avec Paul Samanos. Alors Paul, vous nous expliquez un petit peu plus pour cette chanson ? Oui, alors déjà, je ne sais pas quel effet elle produit sur vous, mais moi c'est une chanson qui me met de bonne humeur immédiatement. Tout à fait. Je sais que je vais siffloter et chantonner une bonne partie de la journée grâce à elle, là. Ça c'est une chose. Et puis c'est une chanson qui me renvoie à plein de choses. En fait, déjà de mon enfance. C'est la première cassette que j'ai possédée, Yves Montand, que j'avais piquée dans le bistrot de mon père. Ah, bravo. À 7-8 ans, avec mon premier magnétophone. Et donc ces sensations délicieuses quand on est gamin, d'avoir dans sa chambre son petit univers à soi, ses musiques, son truc perso, individuel. Ça c'est déjà un élément important. Et puis ce que je vous disais avant qu'on la passe, quand je l'écoute, elle correspond tellement aux premières émotions effectivement d'adolescents à 15 ans, 16 ans, quand on commence à admirer éperdument les filles et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre avec. Voilà, c'est une chose importante et c'est une chose qui s'est interrompue brutalement avec mon accident. Et c'est vrai que je me pose depuis la question de l'influence que ça a pu avoir sur ma vie en général, de ne pas vivre comme mes copains ados de l'époque, ces 3-4 années de formation, de séduction, de rencontre, d'insouciance. Ça, c'est sûr que là, en centre de rééducation, entouré de médecins et de gens blessés, on ne vit pas du tout ça. Et je crois qu'il y a un trou, qui est dur à combler et à rattraper par la suite. Ça fait partie des interrogations qui me suivent depuis longtemps. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, même dans les établissements et autres. Il y a une demande des gens blessés, justement, de dire vous m'avez soigné sur tous les plans et vous avez juste oublié mon côté émotionnel, on va dire. En tout cas, le côté relationnel, etc. Tout ça, on l'a complètement oublié.
Oui, j'ai pas de réponse ou d'idéologie sur ce sujet, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'interroger, que c'est un point important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si en lisant mon livre, vous vous êtes posé la question, mais je l'aborde à ma façon Tout à fait. assez fréquemment dans mes gags, parce que je pense que c'est important que le public ne se trompe pas quand il regarde les personnes handicapées, et qu'il ne voit pas en eux des personnes, des petits anges ou des enfants asexués. Voilà, les adultes handicapés sont des adultes, tout court. Et la question de la vie affective, la question de la sexualité, toutes ces choses-là ont la même importance, la même prégnance que chez tout le monde. C'est simplement plus difficile à mettre en œuvre. Oui. Voilà. Tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Certains diront qu'on en parle trop, de la vie affective et sexuelle de la personne handicapée. Il y a beaucoup de colloques aujourd'hui qui font ressortir justement toutes ces difficultés, et que, comme vous le dites, la personne handicapée est une personne. Elle n'est pas une personne, c'est pas un ange complètement. Même si dans votre livre, et on va revenir sur votre livre parce que vraiment il vaut la peine d'être. Alors c'est difficile de discuter d'un livre, surtout en bande dessinée, à la radio. Il faut quand même reconnaître ce qu'est. C'est pas simple de faire comprendre, mais j'avoue que les images et les dessins que vous avez faits sont absolument extraordinaires, et je ne sais pas comment on peut le trouver, votre livre, puisque moi on me l'a offert, mais où est-ce que il est en vente pour que nos auditeurs puissent vraiment se régaler? Je crois que ça vaut la peine quand même. Ah, écoutez, alors c'est vous qui le dites, hein, moi je vous rejoins secrètement bien sûr, mais ça m'intimide un petit peu de faire la publicité moi-même. On le trouve en fait assez facilement, c'est pas un livre à compte d'auteur, il y a un éditeur qui s'appelle La Boîte à Bulles, et on le trouve pour les gens qui sont hors des villes et qui ont du mal à accéder aux librairies. On peut passer par Amazon ou par la Fnac.com, enfin tous ces sites commerciaux. Sinon, il faut demander à son libraire de faire venir le merveilleux livre de Paul Samanos. Voilà, Fauteuil en état de siège. Et ils le feront. Voilà, donc ce livre s'appelle Fauteuil en état de siège. Moi, j'avoue que quand je l'ai eu dans les mains, on était en réunion, hein, donc ça a été très vite. Je l'ai un petit peu feuilleté comme ça, et je me suis dit, ça, il faut garder ça quand on est tranquille. Et quand j'étais tranquille, je me suis régalée de vos dessins, mais aussi de l'ambiance, parce que le dessin, c'est tout en finesse. Tout est très expressif, avec très peu de dessins en fait. Vous arrivez à faire passer toute l'ambiance de l'image que vous voulez donner, avec très peu de texte et très très peu de dessin. Le dessin est vraiment exactement là où il est. S'il y a un sourire, s'il y a un petit clin d'œil, il est exactement où il faut. Comment vous faites ça pour être si bon? Alors écoutez, le secret, c'est vraiment le travail, parce que je suis pas graphiste de formation. Et vraiment, pour chaque dessin, j'ai une idée de départ, et elle est très précise, mais je mets un temps fou à ce que le résultat final ressemble à l'idée, au fantasme de départ. Donc sur mon ordinateur, puisque je finalise les dessins sur l'ordinateur, eh bien, je grossis à la loupe, je m'acharne sur les détails, sur le sourcil relevé ici, ou sur la main, parce que les gestuelles sont importantes aussi. C'est vraiment au forceps et au nombre d'heures de travail que ça se joue, quoi. Alors, en tout cas, vous réussissez très bien, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de très alerte, très enlevé, très presque fait comme ça, en quelques secondes. Et vous nous dites le contraire, preuve que le travail, eh bien, ça paye, et que vous arrivez vraiment à quelque chose de très fini, très abouti. C'est vrai qu'on peut avoir du mal. Alors, on peut toujours dire oui, mais à la limite, on se moque pas des personnes en fauteuil. Mais vous avez un humour grinçant quelquefois qui peut déranger, hein, quand on regarde un petit peu ce livre, mais en même temps on vit le personnage, on est avec lui, et on voit plus le fauteuil, on le voit parce qu'il est là, mais on voit vraiment la personne avec ses difficultés personnelles, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Vous envisagez un deuxième? Alors,
je n'ai pas de plan bien établi. Je dois dire que comme c'est une petite maison d'édition, il a fallu que je me donne beaucoup de mal pour faire connaître donc le premier livre. Hein. Je me suis beaucoup déplacé dans les festivals, j'ai été le signer à droite à gauche dans des tout petits bleds, dans des grandes villes. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, je continue, et donc toute cette énergie, tout ce temps, je ne l'ai pas mis à faire beaucoup de dessins. J'en ai fait, hein. Je commence à avoir sous le coude une petite réserve de nouveaux gags et de nouveaux dessins, mais pas assez pour un autre volume. Je ne sais pas trop ce qui va se passer plus tard. Pour l'instant, vous voyez, je suis encore en train d'essayer de le faire connaître, parce que j'ai la faiblesse de croire qu'il n'a pas rencontré tout son public. Voilà, Donc, et puis je me dis aussi que l'esprit que j'ai mis dans le bouquin, parce que vous avez eu la gentillesse de le souligner, mais il y a une atmosphère. Moi, j'ai voulu que ce soit un mélange de criticité et de tendresse que l'on retrouve dans le bouquin, et puis qu'on soit en sympathie avec le personnage. Tout à fait. Cet esprit-là, je me dis que je peux peut-être l'exploiter autrement aussi, peut-être plus par l'écrit, ou peut-être par des choses sur scène, je ne sais pas. Tout ça est en réflexion en ce moment. D'accord. Donc on va vous laisser réfléchir un petit peu. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est fou comme ça passe trop vite. Je sais que vous auriez encore plein de choses à nous dire, mais on vous reprendra un de ces jours à l'antenne, en tout cas. Écoutez, j'ai tellement apprécié ce moment-ci que je suis volontaire pour un autre, mais vraiment c'était un moment fort agréable de converser avec vous. Eh bien, en tout cas, on a apprécié. Je pense que nos auditeurs vont avoir apprécié. Malheureusement, on est obligé de vous quitter. On vous dit au revoir, à bientôt. Au revoir à vous tous, chers auditeurs. Et puis, ensemble, qu'avec l'Association des paralysés de France, nous fassions face à la vie. Au revoir, merci.